Ben, bonjour à ceux qui pourraient être là. On va couper le son. Voilà, bah bonjour à ceux qui pourraient être là, que ce soit là maintenant tout de suite ou un petit peu plus tard sur le replay. Je suis vraiment vraiment content de proposer cette petite séance aujourd'hui. Alors, je fais juste un petit rappel par rapport à ce que j'essaye de mettre en place en ce moment. En gros, je vais changer un petit peu ce que j'ai pu écrire. Je vais streamer le lundi de 5 à 8 et le mercredi de 17h à 20h. Donc lundi et mercredi de 17h à 20h. Et ça sera des streams un peu chill en fait qui vont être ouverts à qui voudra participer. De toute façon, c'est un peu le but quoi. Et ça sera des streams au cours duquel j'aurai l'occasion de jouer un petit peu à Fate Stay Night, de commenter des petits articles, voilà. Ça sera surtout ça de 17 à 20, une espèce de Mac de la culture, quoi, qui soit un peu transversal. Et le mardi et le jeudi, cette fois-ci, je reprends mes grands streams de 2 heures tout seul, quoi, de 9 à 11, de 21h à 23h. Et là, en revanche, je continue mes Péramus et là, je vais développer des notions. La semaine dernière, j'ai développé des choses autour de la mise en abîme. D'ailleurs, Reda, j'ai vu que tu avais écrit un truc sur le méta. Faudrait que je reprenne ça. Oui, j'avais fait un truc. Bon, d'ailleurs, Hein? je salue Ouais, voilà. les Vas-y, personnes qui sont. présente-toi, salut tout le monde, etc. Ouais, bon, enchanté. Moi, c'est Reda, ou connu sur le nom de Reda Beatball sur YouTube ou Twitter. Je fais quelques vidéos depuis quelques années où je recommande des dessins animés, des trucs et tout. Et là, récemment, j'essaie de parler un peu plus large de manga ou ce qui me passe par la tête. Euh, je veux pas passer pour un expert sur le sujet, mais du coup, j'ai été invité ici par notre cher ami Philippe. Me voilà pour élaborer un peu plus sur ce que j'ai dit sur ma dernière vidéo que j'ai sortie hier, qui parle de comment sont gérés les systèmes de pouvoir dans les shonen, de Kinnikuman jusqu'à aujourd'hui, quoi. Alors c'est vrai que c'était l'occasion. Alors on va commencer en fait par ces petites réflexions autour de la question des pouvoirs. Je sais que pour toi Reda ça a été un travail de longue haleine en fait et donc du coup t'as pas forcément Ou- tout en tête là. Ouais, longue haleine, j'ai surtout rien branlé pendant genre 2 3 mois parce qu'à un moment j'avais la flemme. À un moment il y avait des petits passages où je me disais, ouais, bon, là je le dis pas très bien, du coup ça me plaît plus, vas-y, j'ai plus envie de bosser dessus. Et que 3 à 4 mois après, je change des phrases, donc du coup c'est pour ça que l'audio il est complètement déréglé dans la vidéo. Il y a des trucs qui ont été enregistrés à 4 mois d'intervalle. Surtout qu'il y avait parfois des trucs où je repensais dessus entre 2 mois en me disant, ah non, j'aurais dû dire ça à ce moment-là. Donc du coup, ouais, effectivement, ça m'a pris plus de temps qu'à l'habitude. Et aussi parce que bah, les shonen, c'est super long. J'ai essayé de revisiter mes classiques des shonen depuis l'an dernier. Je revisitais Dragon Ball, Ken le Survivant. J'ai revisité d'autres trucs aussi, bah, même One Piece, hein. One Piece, même si j'avais une mémoire plus fraîche pour One Piece que pour d'autres trucs. Attends, j'ai revisité quoi aussi, des shonen des années 2000 que j'avais complètement oublié, genre des Greyman et des trucs comme ça. Bon, j'en parle pas de des Greyman dans la vidéo. Hmm. Euh, voilà, j'ai essayé de revenir sur des trucs dont j'étais super fan quand j'avais 13 ans. Et parce que quand j'avais 13 ans, j'enchaînais les shonen comme ça, comme ça, comme ça. Et là, bah, j'ai eu l'occasion de revisiter le truc en me disant, ouais, mais pourquoi il fait ça en fait, le mec? Pourquoi le méchant là, il est plus fort que ce mec-là et tout. Tu vois, genre, c'était ça un peu le but du truc. Et aussi, ah si, et aussi parce que je lisais des shonen récents comme Kaisen. Et je crois que je m'étais à peu près embrouillé avec un gars, je sais plus quand, qui me disait, ouais, non, mais tu vas voir l'arc Shibuya et tout, machin truc. Et que quand je lisais l'arc Shibuya, il y avait ces trucs que je trouvais un peu aberrants, où je comprenais pas la démarche de l'auteur,
en fait, il nous montre une sauterelle, tu vois, genre il nous explique comment, c'est quoi une sauterelle, puis après, en fait, il se bat contre une malédiction, une sorte démon homme sauterelle, homme sauterelle, et, et juste il se bagarre avec, et c'est juste une espèce de grosse sauterelle qui se bagarre comme à peu près comme un humain, et il se bagarre contre le truc. Mais du coup, il rapporte pas quelque chose, je trouvais, de si intéressant de justement ramener tout l'historique d'une sauterelle ou je sais pas quoi. Alors que bon, je fais une blague comme ça dans la vidéo où je dis ouais, bah c'était mieux fait dans Baki. Parce que dans Baki, il y a un petit truc qui est dingue en fait, c'est il fait du shadowboxing avec une menthe religieuse imaginaire de 2 mètres en fait. Et le truc, c'est que c'est vraiment traité comme un vrai combat de shonen où il va y avoir le narrateur qui va t'expliquer que oui, en fait, les montres religieuses dans la nature, ils sont comme ça et tout. Et le pire, c'est que même si c'est complètement dingo, le truc, le mec, il s'imagine se battre contre un truc qui n'existe pas. Et pourtant, t'es complètement à fond, t'es aspiré. Et puis même, ça dit des trucs sur à la fois l'ordre naturel, le corps humain, même le côté, l'enjeu d'un défi de se battre contre une fucking menthe religieuse de 2 mètres de haut, tu vois. Et alors que c'est pas possible normalement en fait. C'est juste, il a réussi à expliquer ça avec le shadowboxing juste avant, où il donne un peu des faits pseudo-scientifiques qui se basent à peu près sur la réalité en disant ah bah, imagine que tu as un citron dans la bouche et en fait là des gens ils ont le goût du citron dans la bouche en fait. Et voilà, c'était un peu ça qui m'avait donné un peu envie de me dire: «Ouais, non, vas-y, il y a des trucs parfois dans les shonen, il faut que j'essaie de me décider pourquoi il y a des trucs qui me dérangent et pourquoi il y en a qui me dérangent pas, en fait». Et Après, là, j'ai c'est essayé de synthétiser sur certaines lignes, mais je sais pas si j'ai réussi à être très clair. après, c'est aussi Ouais, aussi, aussi. Bah, il y a aussi, bah, et mine de rien, ma conclusion au final, elle allait un peu à l'encontre de ma première réaction qui était un peu en mode: «Ah non, mais c'est bon, les pouvoirs dans les shonen, c'est de la merde, moi je veux, des trucs qui ont de l'importance narrativement et tout». Puis après en y réfléchissant, je me dis: «Non, non, quand même», tu vois? Genre, se dire qu'un personnage, genre, dépasse un peu, son rôle dans une histoire. Quand je vois un fan art de tel ou tel personnage, tu vois, je me dis, ouais, tu vois, on va aimer ce personnage parce qu'il est fort, justement, parce qu'il a quelque chose qui dépasse, enfin, qui touche dans l'imaginaire, en fait. Et en fait, c'est ça aussi, genre, les pouvoirs, en fait, c'est toucher dans l'imaginaire. Pouvoir, c'est le verbe de l'action, quoi. C'est peut faire quelque chose, pouvoir, tu vois. Et donc, voilà, moi c'est ça qui, du coup, je suis revenu là-dessus et je pense que, et c'est pour ça que j'ai conclu là-dessus, quoi. alors ce que je te Ces propose, parce que conclusions qui étaient pas dans le texte que j'avais écrit il y a 4 mois, hein. Donc, alors moi c'est vrai que j'ai plein de questions quoi, mais ce que je te propose c'est on a qu'à la regarder ensemble. ouais, Tu ça me va, vois, même ça me va. si toi tu la connais par cœur, mais elle dure 10 minutes quoi. Donc Et puis, bah, du coup, alors attends, on l'aurait entendu. D'ailleurs, j'aime pas Saga trop Zaga. entendre ma voix. Aujourd'hui, Aujourd'hui, je je suis suis chaud chaud pour pour chômer chômer du du shonen, shonen, le le genre de genre de prédilection de prédilection nos de chers nos lecteurs chers français lecteurs à base de français, rayons à base magiques, de de rayons voilà. personnages qui magiques, crient le nom de leurs Je attaques le et relance, d'Arc ouais, Aragon. parce que ouais, toi tu risques de pas l'entendre du coup, parce que le truc c'est que si je me mets à partager, normalement, je la connais, hein. normalement tu la Mais connais quoi. Donc je te dis en quand fait, elle commence et elle dure 14 minutes 43, tu c'est vois. ça. Très bien. Donc je te dis quand est-ce que quand est-ce que je la commence et puis et ensuite ouais, il y a de l'écho, ouais. Alors attends, il y a de l'écho, merci Marcel. Non, mais je ferai attention à ça. C'est à moi à Ah, couper. c'est peut-être, il y a de l'écho peut-être parce que, c'est ta voix qui reporte sur mon micro, peut-être. Ouais, en fait, c'est juste que quand tu parles, il faut que j'éteigne mon micro. Voilà. Aïe, aïe, Donc attends, des fois je le fais bien et des fois je le fais pas bien. attends, je vais essayer je vais chercher des écouteurs. Et sur la vidéo aussi, mais normalement, non, c'est moi, non, non, t'inquiète, c'est à moi à gérer. Non, non, mais Marcel, il me dit,
c'est la vidéo, mais je pense que la vidéo, elle est rentrée dans mon micro. Le changement de scène m'a un peu perturbé, quoi. Ok, merci Marcel. Putain, heureusement que j'ai de l'appui logistique, quoi, parce que alors je lance la vidéo et on en parle parce que moi j'ai plein de questions, et d'autant qu'en plus ce qui est assez intéressant aussi par rapport à ça, voilà, je suis un peu on n'a pas la même histoire non plus par rapport à cette forme-là, et donc ça sera intéressant aussi d'échanger des expériences par rapport à ce truc très particulier qu'est le shonen, en fait, cette forme-là. Et ensuite, on verra si on peut aller un petit peu plus loin, notamment à partir de ta vidéo. Moi, je voulais parler un petit peu de Neketsu, et quand même vite fait affronter ces problématiques qui me saoulent un petit peu, quoi. Mais en gros, cible éditoriale, genre littéraire, etc. Moi, tout ça, ça me gonfle un peu. Et je trouvais que l'avantage, c'est que à partir de ta vidéo, il y a moyen de reconstruire la catégorie de façon un petit peu plus subtile que les choix marketing qui ont été faits, quoi. Donc on balance la vidéo, et puis on en a dit pour 10 petites minutes, et après on en discute. Ok Reda, c'est parti. Ça me va. Ça gaz les gars. Aujourd'hui, je suis chaud pour chômer du shonen, le genre de prédilection de nos chers lecteurs français, à base de rayons magiques, de personnages qui crient le nom de leurs attaques, et d'arcs à rallonge qui a commencé quand t'étais au collège, et où ils affrontent toujours le même méchant depuis que tu as fini le lycée. Et comme tout le monde, votre serviteur a toujours été très fan des shonen. C'est facile d'y voir des formules, mais je trouve que tous les titres majeurs se sont démarqués pour de bonnes raisons, et comptent parmi les aventures les plus passionnantes à suivre de mon adolescence. Je dirais même que je me suis mis à apprécier encore plus les shonen sous un regard plus adulte et plus consciencieux des ficelles de la fiction. Et vous avez vu le titre, mais je vais me concentrer sur une de ces ficelles qui, quant à elle, m'interpelle beaucoup moins qu'à mon enfance. Les systèmes de pouvoir. Fini l'époque où je cataloguais le nom de toutes les techniques de Luffy après avoir perdu ma merde lorsqu'il est passé en Gear Second à Enies Lobby, où je lisais des blocs de texte interminables pour expliquer ce que fait tel ou tel pouvoir au niveau cellulaire, qu'en fait les héros retournent la situation en concentrant leur chakra d'énergie occulte en polarité inverse le jeudi pour... Est-ce qu'au fond, on s'en foutrait pas un peu? Nous, tant qu'on voit des gros lasers, des crapauds géants, un mec tronçonneuse sur un mec requin dans une tornade d'intestin contre Mamzelle Torpille... Je suis une torpille! On va pas se plaindre. Parfois, une explication simple suffit à ne pas briser notre incrédulité. L'incrédulité, elle est déjà mise à rude épreuve dans n'importe quel shonen. Le méchant en face de toi, il s'appelle Spaghetti Ravioli, et t'as besoin d'une disserte pour pouvoir t'amuser avec ses pouvoirs? Si on est honnête quelques minutes, qu'est-ce qui rend un système de pouvoir intéressant? Qu'est-ce qui rend un combat intéressant? Qu'est-ce qu'implique un système de pouvoir dans une histoire typique des shonen du Jump vis-à-vis de ses personnages et de leur univers? Pour le savoir, on va remonter légèrement aux origines. D'abord, que cherchons-nous par système de pouvoir? Un système qui suit certaines règles permettant d'exploiter certains pouvoirs avec certaines limites, accessibles à plusieurs personnages avec un échiquier de rapport de force, et de préférence avec un nom. Alter, Fruit du démon, Stand, Cosmos, toi-même tu sais. Le schéma des shonen à pouvoir comme on le voit aujourd'hui est difficile à situer. Les shonen les plus populaires du début des 70s étaient soit sportifs, soit plus proches du tokusatsu, c'est-à-dire les héros en costume japonais qui avaient leurs attaques, leurs monstres ou organisations criminelles de la semaine basés sur des concepts divers et variés. À la fin des années 70, le Shonen Jump utilise des systèmes de pouvoir assez vagues. Dans Cobra, l'univers SF et la technologie justifient les combats selon les situations. Le Psycho Gun de Cobra est l'arme la plus puissante de la galaxie, mais se retrouve inefficace face au corps de Crystal Boy. La résolution de ce combat célèbre est faite lorsque la SF rencontre l'arme archaïque, un outil mémorable qui se justifie par sa toile de fond de l'espace, parce que Cobra c'est essentiellement une série d'aventures de l'espace. On est encore très loin des échiquiers de puissance sur des bases égales ou similaires qu'on a l'habitude de voir. À cette époque sort aussi Kinnikuman, un des shonen les plus influents qui mêle super-héros, tokusatsu et luchador, qui a popularisé les arcs de tournoi. Ici, les personnages sont des surhommes qui ont chacun leur pouvoir à eux, comme Ramen Man qui mange littéralement un super nazi après l'avoir transformé en nouille. Et j'encourage tous les militants de gauche à faire pareil. Même si nous avons un système nommé, le Choji, qui comme le Ki dans Dragon Ball situe la force de tel ou tel personnage, on se rapproche un peu, mais on n'est pas encore au système de pouvoir qu'on connaît. C'est un what if tous les pays du monde avaient leur Ultraman et se battaient contre Satan. Ou des hommes urinoirs aussi. L'attaque de la Grande Ourse est d'une puissance incalculable. Moi-même, j'ai des difficultés pour le calculer.
En 83, Hokuto no Ken fait l'effet d'une bombe. Et ça y est, nous l'avons, un système bien nommé, les arts martiaux du Hokuto Shinken et du Nanto Seiken. Au début introduite comme une rivalité binaire entre deux rivaux, au fur et à mesure, Kenshiro rencontre d'autres maîtres en arts martiaux, dont ses frères qui deviennent les antagonistes principaux qui pratiquent le même art que lui. Nous avons l'échiquier de puissance, Jagi est un gros naze sans talent qui complémente sa jalousie, tandis que Rao est un monolithe de puissance intimidant qui va de pair avec son ambition et orgueil démesuré. Hokuto no Ken renouvelle ses rencontres sur la façon dont les personnages personnalisent leur Hokuto ou leur Nanto, avec des cas à part comme Juza, personnage casse-cou qui invente son art qui n'appartient à aucune école. Seulement, les limites sur ce que peut ou ne peut pas faire le Hokuto Shinken n'est jamais vraiment établi. Kenshiro peut trouver une technique étrangement spécifique qui peut le sortir de n'importe quelle situation, au point où les bienfaits de l'acupuncture peut aller de manipuler les mouvements d'autrui, faire exploser les gens, rendre la parole aux muets, communiquer avec les esprits, manipuler la mémoire et devenir intangible tellement t'es trop triste. Le Hokuto Shinken n'est pas seulement un système de pouvoir, c'est un laissez-passer pour incarner Kenshiro comme le plus grand des faiseurs de miracles. Eh ben si lui fait des miracles, tu peux m'appeler Jean-Baptiste. Et ça fonctionne complètement ainsi, car Ken est aussi une figure christique dans un monde ravagé par la violence. On a un système de pouvoir, mais il ne suit pas la nature des limites qu'on retrouve dans les shonen qui l'ont succédé. Kenshiro explose du punk à l'appel sans trop de difficultés, et seuls quelques rares maîtres en arts martiaux réussiront à lui poser une quelconque résistance. En soi, Kenshiro ne... Ouais, on voulait faire une petite pause là à cet endroit-là, et je vais laisser Reda. Je te lance sur ça, Reda. Moi, il y a un truc qui m'intéresse vachement, c'est le fait que mine de rien, comment dire, moi mon expérience vis-à-vis des, alors déjà en remettant un petit peu dans l'histoire. Moi, enfant, à part Dragon Ball, on n'a pas trop on a moins des schémas d'affrontement, des schémas de shonen, de baston, quoi. C'est moins ça que des schémas d'aventure. Ça veut dire que nous, les grands récits auxquels on a été confrontés quand on était enfant, c'était Ulysse 31, c'est-à-dire si on reprend un petit peu l'origine grecque de l'épique, nous, on était plutôt confrontés à de l'Odyssée plutôt que de l'Iliade. Tu vois, voilà, et ça me paraît important, quoi. C'est-à-dire que nous, les dessins animés qu'on avait, les mondes engloutis, etc., c'était des grands runs, quoi. Et il y avait toute une réflexion autour de ce que pouvait être le voyage. Alors que toi, par exemple, et je pense ceux de ta génération, la génération d'après, vous avez été particulièrement confronté en fait à une série de dessins animés dans lesquels ça fightait grave, quoi. Ouais, commencé avec Naruto, des trucs comme ça. Et Naruto, la question moi que je voulais te poser, c'est en plus, Ken le Survivant, c'est très très tragédie grecque justement. Il y a un côté limite un peu Oedipe au côté de la destinée qu'on peut pas échapper, etc. bah c'est les deux qu'on avait nous étant petits, hein, c'est-à-dire les Chevaliers du Zodiaque d'un côté et Ken le Survivant de l'autre, quoi. Tu vois. Ouais, je pense que Senseiya, ça a dû reprendre un peu le côté destin et tragédie qu'il y a dans Ken le Survivant. Mm-mm. Ouais, grave. Et alors il y a un truc, c'est que maintenant, si jamais on va du côté des pouvoirs, est-ce que nous, gamins, on avait l'impression d'être face à des lignes exponentielles? C'est-à-dire que moi, assez vite, ce qui m'a frappé, c'est des schémas qui étaient construits sur des mécanismes exponentiels. Ça veut dire que il y a une parodie de ça un peu dans Gurren Lagann quand il se balance des galaxies à la figure à la fin, quoi. Il y a vraiment ce côté, Ouais. tu vois, t'es sur des lignes, et c'est ce qu'on voyait avec, tu vois, étant petit, quoi. C'est-à-dire le chevalier de bronze, le chevalier d'argent, le chevalier d'or, cette espèce de montée, quoi. Et donc à partir de là, deux possibilités. Si on se met du point de vue de l'auteur, qui est quand même celui que tu prends là, mais surtout dans la suite de ta vidéo, c'est soit je construis une ligne exponentielle du héros pour qu'il puisse être capable d'affronter les nouveaux périls exponentiels que tu redéfinis toi en termes d'enjeu. Soit c'est à un moment, c'est pour moi la grande réflexion qui est portée par le personnage de Killua chez Togashi, c'est cette idée, et qui est aussi portée par Netero au moment du Chimera Ants, c'est comment est-ce que c'est possible de combattre un personnage qui serait plus fort que vous.
Tu vois, il y a vraiment cette réflexion, et c'est l'aiguille que Killua a mis, que le frère de Killua a fait rentrer dans le crâne de Killua, et qui est une espèce de radar, et qui le force à fuir à chaque fois qu'il y a un ennemi qui est trop puissant. Et là, on voit bien qu'on a soit le héros devient plus puissant, soit il trouve des techniques pour être capable de se battre contre quelqu'un qui est plus puissant, et donc dans ce cas-là, c'est l'inventivité narrative qui va prendre le relais, quoi. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu appréhenderais comme ça, ou est-ce que tu veux qu'on laisse de côté ce débat pour l'instant, et tu veux nous parler Non, un petit peu de Ken et de moi, Laura? Je te laisse ouais, rebondir sur ce que tu veux. moi, je trouve que t'as complètement raison. Mais d'ailleurs, j'aurais dû faire une section spéciale pour Hunter x Hunter. À un moment, bon, c'est bien plus tard dans la vidéo, mais quand je parle de Jojo, en fait, ça parle aussi un peu de Hunter x Hunter. J'aurais même dû peut-être parler aussi de Yu-Gi-Oh, par exemple. Genre Yu-Gi-Oh, ça a plus ou moins inventé un jeu de cartes avec des règles, etc. Bon, au début de Yu-Gi-Oh, quand il y avait les Duel Monsters, etc., c'était pas vraiment ultra défini, etc. Les règles, il y avait surtout des idées de mise en scène pour les terrains, etc. C'est pour ça que les premiers combats au jeu de cartes de Yu-Gi-Oh, ils sont pas aussi carrés que ce qui est venu plus tard, quoi. Mais en gros, les gens, ils peuvent jouer à Yu-Gi-Oh et s'imaginer avoir leurs propres règles en connaissant les tenants et aboutissants de certains pouvoirs. Et Togashi, il était à fond dans cette idée de pouvoir-là, en fait. Bah, rien qu'il faut voir Grid Island, par exemple, où dans Grid Island, il y a des chapitres entiers où il explique tous les trucs de toutes les cartes dans le jeu, comme si tu pouvais te plonger dedans et t'imaginer jouer pour un peu spéculer qu'est-ce que peuvent faire les personnages dans leur situation, en fait, en disant, ouais, regarde, il y a des trucs qui sont là. Voilà, en fait, le pouvoir, en fait, on peut voir ça aussi comme un outil, en fait. C'est un peu ce que j'essayais de dire, mais je pense que j'aurais dû y penser euh, plus tôt. Mais en gros, là, ce que j'essayais de définir sur qu'est-ce qu'on cherche dans les systèmes de pouvoir tels qu'on les voit aujourd'hui, c'est un espèce de rapport qu'il y a entre tous les personnages qui utilisent les mêmes outils. Là, quand je ramène Ken le survivant en disant ah, là, je crois que c'est la première fois où les personnages utilisent bah, les mêmes techniques, quoi. Genre, ils sont de l'école au couteau, ils sont de l'école Nanto. T'as plusieurs maîtres du Nanto, t'as plusieurs maîtres du haut couteau. Et chacun, ils ont leur façon de personnaliser leur truc, quoi. Et bah, parfois aussi, et comme tu disais, pour mélanger, enfin pour ramener ce que tu disais sur Killua avec l'épine dans le cerveau et Ken le survivant, bah ça raconte aussi quelque chose au niveau du personnage, quoi. C'est un peu l'épine du courage, ce passage-là dans Hunter x Hunter. Mais Et est-ce que tu crois pas que du coup, en fait, euh, même en mettant pour l'instant de côté qu'en fait, la grande question de l'écriture d'un pouvoir, c'est celle de sa limitation, quoi. Ça veut dire que moi, j'ai après, l'impression. c'est pour ça que récemment, là, dans One Piece, ça m'avait fait un petit peu peur quand il y a eu. Bon, je suppose que là, on va parler des derniers chapitres de One Piece. Donc, quand il y a eu le Gear Fifth, moi, je savais pas exactement c'est quoi qui allait être la limitation, comment ça allait redéfinir les enjeux pour le reste de l'histoire. Je m'étais dit, bon, là, Luffy, est-ce qu'il va rouler sur tout le gouvernement mondial à partir de là qu'est-ce qui va l'arrêter bon, après, là, je suis toujours quand même grave intéressé de voir comment Oda va adapter cette technique de cartoon et de. Voilà, maintenant, il a mis Popeye dans l'univers euh, ça redéfinit complètement comment on va prêter les rapports de force, quoi. Après, regarde, pour moi, t'as trois façons en fait de travailler le truc. Soit c'est le cas de Naruto, c'est le cas des shonen des années 2000. C'est le cas de Naruto, c'est le cas de Bleach. C'est-à-dire qu'en gros, t'as des personnages qui ont à leur disposition un pouvoir quasiment infini, mais dans lequel ils peuvent pas aller puiser sous menace de
soit perdent leur individualité, c'est le combat entre Naruto et Orochimaru sur le pont, soit pareil pour Ichigo par exemple, quoi, qui quand il déploie face à Byakuya le pouvoir de Zangetsu, il est obligé à un moment de reprendre le contrôle et donc de retrouver sa force initiale, quoi. Donc du coup, soit tu as une limitation qui est liée au fait que l'utilisation du pouvoir détruit l'intégralité de l'individualité du héros, tu vois. Ou alors il y avait ça un petit peu dans un des gears de Luffy où il fallait pas qu'il l'utilise trop. Je sais plus si c'est Luffy ou Naruto, mais il fallait pas utiliser trop ce truc-là parce que sinon il risquait physiquement de se détruire. Ouais, ça fait depuis Agnès Lobby qu'on nous dit que Luffy, il perd des années de sa vie, etc. À Marineford, il y avait le coup des hormones de Ivankov où c'était pareil. Mais ça, c'est un peu une excuse pour dire, ah, regardez, il souffre beaucoup. Je pense que ouais, c'était pour montrer que Luffy il devient fort, mais il doit souffrir à côté. Je pense pas qu'il y avait nécessairement une perte d'humanité en Luffy, mais plus une limitation dans son corps qui n'était pas capable de sauver Ace, tu vois, par exemple. Tu vois, genre, Alors, il y avait ce passage à Marineford où Luffy il était déjà vaincu, tu vois, il était déjà vaincu et il supplie Ivankov de lui remettre les hormones pour qu'il puisse avancer encore un petit peu, quoi. Et il y a un peu de ça, tu vois. Ce que racontes là, ça revient très fort dans Kaisen, justement. Je pense que Jujutsu Kaisen, ça a repris un peu le délire avec le démon renard, sauf que là, c'est l'antagoniste principal, en fait. C'est vraiment ce qu'il y a en nous, en fait, ça peut causer, c'est ce qui peut causer le plus gros malheur, en fait, dans Jujutsu Kaisen, en fait. ça c'est génial d'ailleurs. Alors attends, pour ceux qui viennent d'arriver, bonjour à eux. Donc on est en train d'évoquer la problématique des pouvoirs dans le shonen. On a regardé la première partie de la vidéo de Reda Beatball, de Reda. Ah, il y a aussi un truc que j'ai pas Vas-y. précisé dans ma vidéo. Il y a un truc que j'ai pas précisé dans ma vidéo où quand je parle de Kutonoken, c'est que techniquement dans Ken le Survivant, il y a du ki en fait. Il y a la même source d'énergie que dans Dragon Ball, mais c'est pas utilisé de la même façon en fait. J'ai pas trop abordé rien que dans les extraits vidéo que j'ai montrés, on peut voir que les personnages ils ont des auras, etc. Et techniquement, dans la deuxième partie d'Hokuto no Ken, qui fait un peu débat, il y a une évolution du Hokuto, quoi. Il y a d'ailleurs un autre méchant qui s'appelle Kaio, qui a une aura maléfique et il peut attaquer les gens et faire des trucs avec son. Il a des pouvoirs avec son aura, quoi. Et, mais après, ça change pas vraiment ce que je racontais sur comment les pouvoirs dans Ken le Survivant, c'est pour mettre à l'avant les rôles des. Hein, comment? Ouais, j'ai cru qu'on l'avait perdu. Alors je remets des cadres. En gros, parce que sinon, donc, il y a une réflexion. La deuxième partie de la vidéo de Reda, elle va faire intervenir des questions de narrato, des questions de qu'est-ce que c'est qu'un auteur. On en parlera après. Là, pour l'instant, on en est sur qu'est-ce qu'un pouvoir et donc j'ai proposé qu'on l'aborde du point de vue de ses limitations. On finit à la limite ce débat-là sur les limitations et ensuite effectivement ce que tu viens d'ouvrir c'est passionnant quoi et on le retrouve d'ailleurs dans les derniers chapitres de Luffy de One Piece sur pas les derniers mais au niveau de Wano, c'est-à-dire de se rendre compte que ce qu'on appelle le fluide ce qu'il apprend à maîtriser, ça ressemble à l'énergie qui était présente sous un autre nom dans d'autres contrées. Tu vois, il y a aussi cette idée-là en fait, cette idée. Donc là, je vous renvoie au live que j'ai fait autour du bouddhisme, de la gnose. Et autour de Matrix et de SNK, je mettrai le lien dans lequel j'ai essayé de développer un petit peu cette question-là. Donc on finit sur les limitations et ensuite on attaque sur sur les unis ou sur ce que tu veux, tu vois, histoire de, tu vois, sur les limitations, t'as dit donc soit le personnage
S'il va trop puiser dans une source, il se perd lui-même. Donc c'est ce que tu nous as expliqué. Soit tu construis un univers où les pouvoirs sont relatifs. C'est Shifumi, c'est pierre feuille ciseaux, c'est la pierre qui bat les ciseaux, mais la pierre est battue par la feuille qui elle-même est battue par les ciseaux. Tu peux construire comme ça un univers de pouvoir et donc du coup rentrer dans ce que t'expliques trop bien. Moi je trouve là dans ta vidéo, c'est cette idée que c'est pas parce que tu construis un univers à pouvoir qu'il n'y a pas d'individualisation des personnages. Je sais pas si tu veux développer, si tu trouves ça pertinent de considérer, parce que pour moi, il y a trois types de limitations. Soit une limitation à l'intérieur du héros, soit une limitation dans la construction de l'univers des pouvoirs et dans ce système de Shifumi, où tu peux trouver quelqu'un, même si t'es très balèze, tu peux trouver quelqu'un qui est comme les gens qui jouent à WoW et qui font de l'arène Ouais, ouais, et bah, qui là, sont en vraiment, combinaison. Vas-y, je te laisse parler, hein, désolé, je dans la parlais trop long. vidéo, j'essaie de ramener un peu l'histoire des limitations et en image, je montre Shikamaru, tu vois. Je trouve que Shikamaru, dans Naruto, c'est vraiment je trouve, des meilleurs exemples de pouvoir qui a l'air limité, mais qui est utilisé de certaines manières où lorsqu'il est toujours face à des ennemis plus forts que lui, il doit toujours trouver des situations pour utiliser son pouvoir et prendre le dessus, quoi. Donc ça, tu dirais que là, on est dans le cas. En fait, en gros, toi, tu orienterais ce que je décris comme étant du pierre-feuille-ciseau plutôt du côté de l'utilisation de la tactique, de la stratégie, et donc du Bon, coup, ouais, il y a aussi de ça. Bah, ça vient aussi un peu de Jojo, ça aussi. Mais je crois il y a de ça aussi, peur des shonen. Après, c'est au cas par cas, hein. Il y a ces trucs. Parfois, juste avoir une plus grosse énergie, tu vois. parce que après, t'as une troisième approche. Donc, soit la limitation à l'intérieur de soi, soit la limitation dans la construction de l'univers et dans la confrontation des pouvoirs qui peuvent être l'un peut être l'opposé de l'autre et tu peux il y avait un petit peu ça moi je trouvais et alors ça moi je trouvais que c'était vachement intéressant dans Bleach, c'est que en fait on avait dans Bleach des affrontements en fait qui étaient individuels. Bah, c'est un truc depuis l'Iliade on n'a jamais trop réussi à le régler. Ça veut dire qu'en général on a la présentation d'une mêlée quand il y a du monde quoi, et ensuite après on individualise sur des combats. Et dans Bleach ce qui était intéressant c'est que comme par hasard chacun des personnages tombait sur celui Sur, qu'il était capable de ouais, battre. c'est un match-up spécifique, quoi. Un exemple comme ça, c'était Enies Lobby dans One Piece, où tu vois, quand il y avait Sanji qui se retrouve face à Khalifa, il est complètement incapable de frapper une femme, donc même s'il est plus fort que Khalifa, bah, il se fait vaincre. Et là, c'est Nami qui arrive et qui se bat contre Khalifa, et Sanji, il trouve un autre adversaire qui est adapté à lui, etc., quoi. Alors, après, cette histoire de l'adaptation, elle est assez intéressante parce que du coup aussi tu peux construire des histoires plus intimes. C'est-à-dire que alors la merveille pour ça c'est X de Clamp pour moi, mais vraiment ça c'est une absolue merveille et pour moi c'est un shonen. Hein, c'est-à-dire Ouais, j'ai en pas vu, gros le c'est- fait que les 10 sauts face aux 10 anges, je crois, en fait ils vont se trouver, c'est-à-dire que chacun est le complémentaire de l'autre et en fait c'est une quête spirituelle qui est engagé par chacun dans la rencontre avec l'autre et l'autre est l'incarnation de la pulsion de destruction de l'un. Il y a vraiment de ça, notamment un personnage, mais là je peux pas spoil donc je vais pas aller beaucoup plus loin. Mais il y a un des personnages qui est un personnage très 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 important chez Clamp, qui était déjà présent dans Tokyo Babylon et qui reviendra dans Tsubasa Reservoir Chronicle, qui a un délire de perte de l'œil et qui va chercher dans une espèce d'élan masochiste, qui va chercher de la destruction dans son affrontement avec l'autre. Tu vois, il peut vraiment y avoir, ça c'est intéressant aussi au niveau du pouvoir, par exemple, tu vois. Comment tu construis des complémentarités de pouvoir, mais aussi que ça correspond à du mash-up et de la construction de relations entre des personnages. Je sais pas si tu as d'autres exemples en tête, quoi, ou si ça te paraît pertinent, ou si je suis à côté de la plaque sur ça. Là, j'ai aussi l'impression que c'est aussi que la raison est plus simple qu'il n'y paraît aussi. C'est que bah, si, il y a toujours ce côté, le hasard fait que ce personnage, c'est face à ce personnage où le combat est le plus intéressant possible, où il y a un vrai match-up, etc. Bah, c'est pour que
C'est parce que je pense que quand on pense à un pouvoir, on se dit comment il va être appliqué. Comment il va être appliqué, et parfois on doit penser à un autre pouvoir qui complémente un peu celui-là, tu vois. Et, euh, et pour faire peut-être les combats les plus intéressants possibles, hein. Après, bon, parfois il y en a qui ne font pas ça, ou parfois c'est genre deux personnages qui sont juste populaires et qui se retrouvent l'un en face de l'autre, et basta, tu vois. Mais la plupart du temps, j'ai l'impression que les match-up de pouvoir qui est complémentaire, ça vient aussi du fait que il y a un pouvoir qui a dû naître à cause d'un autre, en fait. Est-ce que tu crois pas que des fois, par exemple, c'était le grand défaut, par exemple, un peu de Bleach, quoi, c'est le fait que si jamais t'es dans un univers en fait, qui se promène juste sur un axe, comme à un moment tu les crois, que tu le dessines, quoi, et qui a un pur axe d'intensité. Bah, il y avait un moment, et on avait un petit peu ça dans Bleach, quoi, c'est que les sidekicks, quoi, c'est que les personnages de renfort, bah, ils se battaient dans des premiers combats, mais assez vite les enjeux devenaient trop puissants pour eux et ils n'arrivaient pas à aller vraiment plus loin, quoi. Tu vois, ou alors comme dans One Piece, comme dans l'arc quand ils se battent contre le gigantesque Viking qui a été ramené à la vie par Moria, à Ah, Thriller Bark. Thriller Bark, ouais, c'est Là, il quand y a ils se battent. Ouais, tu vois, ils s'associent les uns les autres pour pouvoir battre ce grand machin, quoi. Et donc, du coup, c'est vrai que dans One Piece, il y a l'idée, de temps en temps, d'essayer de faire exister le groupe. Mais finalement, le groupe, il existe assez rarement, et c'est à l'image du refus de la coupe de saké par Luffy. C'est-à-dire que dans l'univers de la piraterie de Luffy et du Nakama, il y a peut-être pas tant ça, de je pense place que que ça ça pour vient, le groupe, quoi. c'est surtout depuis le time skip, enfin depuis après les hommes poissons. Je pense que c'est vraiment à partir du moment où l'équipage se divisait que il y a un peu moins cet aspect de groupe qui avait de Alabasta jusqu'à Shabondi, quoi, même jusqu'à les hommes poissons, quoi. Là, ça revient un peu avec Wano, je trouve. Dans Wano, il y avait ces doubles planches où il y a tout le monde qui est là, qu'ils font chacun leur petit truc et tout. Même si je trouve que c'était pas forcément pour le mieux dans l'immédiat, mais ouais, sinon. Après, c'est une vraie question. Ça veut dire que peut-être que il y a une vraie contradiction dans l'héritage de la construction d'un univers avec des pouvoirs et dans la construction de groupes, quoi. Tu vois, on est quand même face à la construction de lignes individuelles parallèles, en fait, qui croisent d'autres lignes individuelles Ouais, parallèles. Je sais c'est pas. vrai, c'est une réflexion que je m'étais pas faite, mais tu marques un point, hein. C'est vrai que je me concentre surtout sur l'individualité dans les pouvoirs, en me disant ah ouais, c'est super et tout. Et au fond, bah, je sais que toi, t'aimes pas trop My Hero Academia, mais je trouve que ça rejoint un peu cette idée que tu dis là, en fait. Là, on en est plus ou moins au combat final, et je crois qu'il y avait un chapitre pour dire que chaque branquignol avec un pouvoir nul qui fait un truc à l'autre bout de la Terre, il est utile au combat qu'il y a en ce moment, quoi. Genre, c'est, et je pense que ça doit être très très dur de vouloir donner de l'importance à des personnages, parce que c'est aussi un truc que je dis vers la fin de la vidéo, c'est que les pouvoirs, ça sert aussi à donner une forme d'importance à un personnage, quoi. D'importance ou de forte impression, en tout cas. Alors après, il y a une autre problématique. Donc il y a celle de la ligne individuelle que c'est vrai que toi t'as privilégié et tu as raison. Celle de l'univers qui pourrait être une autre entrée. Après, il y a un autre truc, je trouve que tu soulevais là juste avant, quoi. C'est la question du pouvoir non pas relatif, mais la question du pouvoir absolu. C'est ce qu'il y a eu, en gros, c'est ce que en philo on appelle le saut ontologique, quoi. C'est le trope Popeye dans One Piece. Ça veut dire que il y a un moment, il franchit le seuil où il est plus commensurable aux autres, il est plus mesurable aux autres, il évolue dans un autre espace. Il y a ça Ouais, un lui-même petit a du peu. mal à le calculer, ouais. Tu sais, il y a ça, mais il y a ça aussi dans Bleach, par exemple, où il y a une très très bonne scène Si tu veux,
Si je dois être complètement honnête, là, Bleach, j'ai sorti des extraits, j'avais aucune idée de ce qui se passait dedans, hein. Non, mais mais c'est parce que, moi, je suis avec le frérot Shizao sur le coup. Je suis pour la réhabilitation de Bleach, quoi. Non, mais il y a un moment en fait où, Euh, j'avais lâché quand ils allaient dans le monde des holos, quand ça sortait en genre en 2000, 2008, 2007. eh ben, il y Euh, a un moment dans Bleach, alors pareil, sans spoil, quoi, où oh, tu peux y aller, hein. Je sais que c'est Aizen qui a tout prévu, c'est tout ce que je sais. Mais ça, c'était un peu naze. Donc, il y a un côté un peu naze dans Bleach, c'est les moments où il y a Aizen qui explique à Ichigo que tout ce qui s'est passé, ah, il les c'est ça qui avait, m'intéresse en il fait. avait Moi, je veux prévu, voir quoi. Aizen qui explique des trucs. C'est la pire version du foreshadowing, comme ils disent les jeunes gens là. C'est l'intégralité de la récupération de tout ce qui a été fait avant en disant, t'as vu, ça devait arriver là, quoi. Il y a une bonne scène, un moment où il est face à un méchant absolument monstrueux. Voilà, moi je veux quand même pas spoil. Ce méchant monstrueux est tellement puissant qu'il n'arrive pas à percevoir certaines auras en fait, parce que qui sont trop des auras de mouches quoi, de moustiques quoi. Et face à lui, il y a un Ichigo qui est éveillé. Et en fait, le gros méchant se rend compte que s'il n'arrive pas à percevoir l'aura d'Ichigo, c'est pas parce que Ichigo c'est une mouche quoi, mais c'est au contraire parce qu'Ichigo il est encore à un niveau supérieur. Tu vois, il y a un peu ce côté-là. Et alors ce qui est intéressant en fait là-dedans, c'est que il y a quelques auteurs qui sont capables de construire du pouvoir absolu. Pour moi, Togashi, Araki. Et effectivement Oda depuis quelques scans. Togashi il le fait par l'intermédiaire de notamment avec Kurapika, c'est-à-dire que si tu multiplies les contraintes, tu peux te retrouver dans un état d'un pouvoir absolu. C'est aussi celui de la sœur de Killua, et c'est pour ça que la sœur de Killua est capable de guérir Gon. C'est que on est face à du pouvoir absolu, et il y a ça chez Araki. C'est que mine de rien, on en avait parlé entre nous, tu te rappelles, le petit gamin Oui, qui quand fait tu du parlais Shifumi, de Boy to Man, ouais. C'est Boy to Man, c'est le stand du Pierre Feuille Ciseaux. Ouais. et ben Euh, honnêtement, Tu acceptes regarde, les règles, c'est bon, c'est un peu une sorte de contrat en fait. vas-y Et développe sur ça, développe, c'est cool ça, raconte. mais je sais pas comment. Là, je suis un peu pris. Comment je pourrais expliquer là. Bah, ouais, c'est un peu comme une sorte de contrat, quoi. Genre, il y a des contraintes, tu dis OK, et du coup, tu ne peux plus échapper, c'est absolu. C'est Cheap Trick dans la partie 4 de JoJo. Il y a une condition, et cette condition fait que c'est permis, que tout est permis, en fait. Ou que du moins, non, il y a cette condition qui permet quelque chose de très spécifique qui peut plus être échappé, que c'est acté, en fait. Et Cheap Trick, dans la partie 4 de JoJo, c'est tu vois son dos, t'es mort. Oh non, on Pareil, voit ton dos, t'es mort. C'est mais ça le pareil truc. pour celui qui récupère tu sais, dans la prison quand Joline elle joue à la balle là, Ah, ouais, toi, avec FFF. t'as l'air de bien aimer les stands sur les paris, etc. C'est pareil avec Darby, quoi. C'est avec les frères Ouais, Darby. grave. Bah parce que Araki, je le trouve Ouais. fort là. Ouais. Ouais, surtout, un de mes préférés, c'est dans la septième partie avec l'arbre, quand ils sont au casino et tout. Sugar Mountain, c'est parmi mes chapitres préférés où c'est pareil, où ils essayent absolument de se débarrasser d'une espèce de malédiction qui rend un peu tout absolu en fait. S'ils réussissent pas à faire un truc, ils sont condamnés en fait. Ça, par exemple, tu vois, c'est ce qui est présent. Ça veut dire qu'en gros, une fois que t'as passé en fait que les conditions elles sont remplies, t'es t'es passé à un niveau. Ouais, voilà, il y a un saut ontologique quoi. Et pour moi, Luffy, c'est ça en fait là dans les derniers trucs quoi. Tu vois, il a passé un stade quoi. Après, il y a des moments où Araki, mais peut-être on va lancer la deuxième partie de ta vidéo, Ouais. je trouve, pour pouvoir Non, rentrer dans j'ai cette toujours bloqué à partie-là. Ken le survivant en plus, hein. Là, je disais juste, c'est c'est un personnage biblique quoi. Kenshiro, je crois il atteint un stade de divinité le mec en fait. Ouais, C'est grave, littéralement un messie d'un monde grave. de violence quoi.
Mais regarde, par exemple, Netero, il semblait avoir atteint une espèce de stade, mais en fait, Ouais, en non, fait, quoi. je pense que Togashi, je pense pas qu'il avait prévu, hein. Je pense que Togashi, au tout début, quand il a montré Netero dans le premier arc des Hunters, là, je pense qu'il voulait montrer un côté où les personnages étaient littéralement intouchables, tu vois. Et plus tard, lorsqu'il a amené un méchant, il s'est dit, bon, vas-y, faire un truc comme ça va faire une bonne impression, etc. Je pense qu'il aurait pas pu trouver un autre adversaire à Meruem, par exemple. Je sais pas qui aurait pu se battre contre Meruem et avoir autant d'impact qu'il a eu à ce moment. Après, j'en sais rien. J'ai pas lu toutes les interviews de Togashi. Si ça se trouve, il a tout prévu depuis le début et je dis de la merde, hein, donc. Alors attends, Reda, d'abord merci Marcel pour le lien, et merci à Lemire Liflore, et merci à Fab the Hedgehog pour le follow, c'est vraiment gentil. Normalement j'ai la petite musique, mais je sais pas pourquoi elle sort pas ma petite musique, parce que je suis pas sur la même scène. Ouais, on peut continuer parce qu'on a même pas parlé de Dragon Ball, quoi. Mais, Grave, bah grave. Bon, on a mis en place un après, certain nombre de trucs, tu vois. On continue. T'as d'autres trucs que tu voulais où on lance la suite de la vidéo? je pense au pire, on fera une conclusion à la fin Grave. et on Alors, bossera. je lance la suite de la vidéo. Pour toi, je suis à 4 minutes 52. Je vais revenir tout à l'heure. Faut que je. Ah bah si, ça y est, j'ai la petite musique du follow. C'est ma petite musique du follow. C'est mon petit Jojo, c'est ma petite musique Jojo du follow. On y va, j'envoie la suite, Reda. Donc on est à 4 minutes 52. Ok? C'est ça. Alors c'est parti. Ah, attends, non, hop, voilà. En théorie, faire qu'exploiter les secrets du corps humain. Mais le loup couteau sert davantage à mettre à l'avant son rôle. L'extravagance de ses capacités ne font pas seulement de lui un surhomme, mais un personnage carrément biblique. Et là, on pourrait se demander, est-ce que les systèmes de pouvoir ne seraient pas une façade de mise en scène? Si les pouvoirs peuvent faire tout et n'importe quoi, alors pourquoi prétendre qu'il y a des règles? Ken le Survivant est un de ces exemples où le protagoniste est toujours au maximum de ses capacités, et ce, dès le premier chapitre. Là où lorsqu'on dit shonen et pouvoir, on a tendance à penser aux escalations de puissance, une escalation des enjeux, et ça, on le doit bien sûr à... On y est, Dragon Ball est entièrement focalisé sur l'aventure et l'escalation des enjeux. L'histoire d'un jeune garçon robuste qui affronte des armées maléfiques, s'entraîne chez des maîtres en arts martiaux, défie des rois démons et va jusqu'à rencontrer Dieu lui-même pour ensuite trouver une menace au-delà de la Terre. Dragon Ball, comme Hokuto no Ken à ses débuts, se basait beaucoup sur les arts martiaux, les films de Jackie Chan et les chorégraphies accompagnées de gags pour amuser les lecteurs. Dragon Ball se permettait tout de même des fantaisies inspirées de légendes traditionnelles, comme Tortue Géniale qui détruit la lune pour empêcher Goku de se transformer en terrible Ozaru. Mais Dragon Ball englobe tous les arts martiaux, les capacités surhumaines comme voler ou tirer des gros lasers de ses pieds, sous la même source d'énergie, le ki. Le ki est un barème physique qui délimite le potentiel et les capacités d'un personnage. Un personnage avec un plus gros nombre sera plus fort que Yamcha qui en a un tout petit. Ils se battent en matérialisant cette énergie sous différentes formes, et les personnages peuvent augmenter exponentiellement leur force par des entraînements, des artefacts ou des transformations. Le ki s'adapte à la volonté de Goku de toujours progresser, c'est donc un système de pouvoir qui se base sur le potentiel et le dépassement de soi. Ça permet aussi de créer immédiatement de la tension. Lorsqu'un gâteau vert apparaît et dit qu'il a 10 000 milliards de puissance, tu peux t'assurer que tous les personnages vont chier dans leur froc et vont devoir trouver une combine pour avoir un plus gros chiffre que lui au plus vite. Goku galère, mais il surmonte toujours ces obstacles impossibles. Satisfaction garantie, la formule marche. C'est ce que nos collègues anglophones ont traduit en Power Level, une source intarissable de spéculation sur qui pourrait battre qui en analysant les plus minutieux détails d'à quel point ils sont balèzes. Pourtant, il y a un certain inconvénient à ce système. Les personnages secondaires ont du mal à suivre Goku, ses anciens ennemis deviennent ses amis, et eux aussi sont complètement dépassés par le nouveau méchant 1000 fois plus fort qu'ils ne l'ont jamais été. Je veux dire, en vrai, c'est génial, ça a ses avantages, comme je l'ai expliqué, ça définit les enjeux sans tergiverser. Mais ça décrédibilise un max les grands méchants qui étaient bien établis comme les alphas et les omégas de leur univers pour se prendre une branlée monumentale par le nouveau caïd du coin. Les enjeux qu'on prenait tant à cœur avant deviennent des faire-valoir somme toute artificiels pour la nouvelle menace. Je veux dire, vous vous rappelez de Dabra? Bah lui là, il est aussi fort que Cell parfait. J'invente rien, hein, c'est Goku qui le dit. Ouais, je dirais que Dabra est à peu près du même niveau que Cell. Wait till you see the.
Et comme par hasard, le power level des Saiyans, plus spécifiquement Goku, augmente à chaque fois qu'il livre un combat aux portes de la mort. Le Ki est un système qui fonctionne, mais surtout à travers son personnage principal. Toriyama a d'ailleurs arrêté son manga à partir du moment où il cherchait à renouveler ses pouvoirs, en introduisant la magie avec Babidi et Boo, de nouvelles transformations et la fusion. À partir du Ki et du Hokuto Shinken, nous avons plein de pouvoirs similaires. Le cosmos, l'onde, etc. Parfois les auteurs trouvent des enjeux par-dessus les enjeux, les Dragon Ball sont des objets uniques avec un pouvoir spécifique que le Ki ne peut pas permettre. Ça permet d'avoir un objectif clair tout en situant le danger par le système de pouvoir. Mais l'alternative, c'est les stands de JoJo's Bizarre Adventure. Matérialisation des esprits combatifs des personnages, avec chacun un pouvoir spécifique, c'est l'individualité et la diversité sous la même appellation. Les stands ont le champ libre d'exploiter n'importe laquelle des idées de l'auteur. Et la formule narrative s'adapte aux rencontres étranges avec ces stands qui peuvent être tout et n'importe quoi. Ils sont cependant catégorisés, doivent suivre certaines limites, avec quelques exceptions, mais permettent un système de pouvoir où la puissance des personnages sont délimitées par la situation, leurs possibilités d'action et la stratégie, où le mystère du pouvoir adverse devient un puzzle pour nos héros. Cette approche dans la diversité s'est ensuite mélangée aux formules Dragon Ballesques comme avec le chakra, le nen, énergie occulte, les fruits du démon, pour donner les systèmes que nous avons aujourd'hui, avec des énergies à gros chiffres et des jobbers pour montrer qui a la plus grosse. Mais en même temps, des pouvoirs spécifiques à tout un chacun pour pimenter un peu l'action hebdomadaire. À partir de là, on commence à remarquer une pattern. Les systèmes de pouvoir deviennent intrinsèquement des prétextes de ce qui délimite ce qui est possible ou non dans leurs histoires. Et leurs tenants et aboutissants structurent les enjeux et la narration du manga dans son ensemble. Tout devient plus clair. Les pouvoirs ne sont là que pour créer une excuse à l'action tout en justifiant la place des personnages dans ce que veut raconter l'auteur, comme une sorte de filtre de créativité. En réalité, je pense que les mangaka ne se préoccupent pas tant que ça de la précision ou de la logique des systèmes de pouvoir. Ils pensent d'abord à des idées pour leurs histoires et appliquent un système en fonction de ce qu'ils veulent raconter à travers leurs personnages, même si l'incrédulité est mise moins à l'épreuve et les explications sont plus précises que dans Hokuto no Ken par exemple. Est-ce que ça a vraiment tant changé que ça? Chainsaw Man était un bol d'air frais en partie car Fujimoto a basé un système de pouvoir sur des concepts abstraits en expliquant quasi jamais rien au lecteur. Ce qui lui a permis d'avoir un champ libre pour faire l'histoire la plus imprévisible et créative visuellement possible. Alors pourquoi on se bute à savoir qui c'est le plus fort entre Sangoku, Saitama et Satoru Gojo? Pourquoi autant de monde pense que le simple fait qu'un personnage soit plus fort qu'un précédent ferait automatiquement un meilleur enjeu pour son histoire? Au fond, on sait tous que c'est de la poudre de perlimpinpin. Pourquoi y a-t-il des stands? Tout simplement pour permettre à Araki d'écrire de nouvelles rencontres de films d'horreur chaque semaine. Pourquoi le ki des Saiyans augmente à chaque combat? Parce que Goku grandit à travers les épreuves de sa vie. Pourquoi le nen est aussi compliqué? Parce que Togashi veut donner la parité à ses personnages et leur permettre d'être aussi surprenants qu'uniques que tactiques. Car être Hunter, c'est aussi se jeter dans la gueule du loup. Et si le système ne plaît plus aux auteurs et qu'ils changent carrément d'avis, ils peuvent même les modifier en cours de route si ça leur chante, ou trouver de nouveaux types de pouvoirs à ajouter par-dessus qu'ils avaient pas du tout prévus, comme le haki ou encore une fois les stands justement. C'est une pilule dure à avaler, mais il y a généralement très peu de chances que vos mangaka préférés aient prévu tous les pouvoirs de tous les personnages dès le début, et il y a des raisons légitimes de penser que Kishimoto s'est facilement emmêlé les pinceaux avec le foutoir des pouvoirs des Sharingan. Parfois, juste une explication pseudo-scientifique est plus efficace pour rapprocher le récit du réel, et proposer une vraisemblance cohérente, plutôt qu'une explication alambriquée sur des pouvoirs qui brisent ou inventent de nouvelles règles, tout en prétendant qu'en fait, non t'inquiète, il a pas triché. Une chose que j'adore avec One Piece, c'est qu'une fois, on a demandé à Oda pourquoi Sanji ne ressentait pas la douleur en se cramant la jambe à la diable. Un super pouvoir sorti de nulle part où il n'y avait pas d'explication précise. Et à ça, il a simplement répondu « parce que la passion dans son cœur brûle bien plus fort ». On a tendance à voir les Deus Ex Machina d'un mauvais œil, mais au fond, toutes les nouvelles techniques sont un peu des Deus Ex Machina, et en fonction du contexte, les Deus Ex Machina peuvent ou pas me déranger. Pourquoi j'ai un problème avec ce que font les Sharingan, et pas le Hokuto Shinken ou la jambe à la diable? Ça se décide dans l'axe entre l'ingénieux et le soporifique. D'ailleurs, réutiliser une technique déjà annoncée ou qu'on a vue avant pour finir un combat, ça ne se voit quasiment jamais, sauf si ça suit un arc d'entraînement. Dans les shonen à pouvoir, les Deus Ex Machina sont nécessaires pour surprendre et faire des finales cathartiques. Donc voilà, avec le temps, j'ai peut-être fini par devenir complètement aigri, mais je me fiche de lire des blougi-boulgas d'informations sur les spécificités d'un pouvoir pour qu'au final je comprenne que le héros il se bagarre contre une sauterelle. J'ai fait cette vidéo un peu dans le vide pour essayer l'exercice de me mettre dans l'état d'esprit d'un auteur de shonen, et à quel point l'estimation en tier list de qui est le plus mastoc devient la dernière des priorités. Enfin, sauf si t'es le papa de Baki, lui c'est tout en haut, direct. Le plus important la plupart du temps c'est de marquer visuellement, d'être adapté à un personnage ou de personnifier par le pouvoir, et dans aucun cas laisser le lecteur indifférent. Il faut que ton chapitre, là, il reste dans la tête des gens. Un système de pouvoir ça sert avant tout à mettre en évidence pourquoi telle situation ou personnage est impressionnant. C'est ce contexte qui
qui justifie la catharsis. Après, la créativité se juge aussi en fonction des limites, se restreindre à certaines règles et écrire sur comment évoluer avec les contraintes, ça peut faire des miracles comme avec Death Note ou Fullmetal Alchemist. Il serait pas temps de s'extasier sur comment les auteurs nous tiennent en haleine plutôt qu'avec quoi, et si nous écoutions Stan Lee sur le sujet. The person who'd win in a fight is the person that the scriptwriter wants to win. Et si on prenait ça à l'envers? Et si la narration n'était pas si importante face à la force des personnages? La fiction qui marque, c'est celle qui stimule l'imaginaire. Et ce serait jubilatoire de se dire que notre héros préféré, c'est bien lui le plus fort d'entre tous, même plus que les autres. Après tout, l'imaginaire n'appartient pas entièrement aux auteurs. Et se demander qui c'est qui gagne entre ça fait partie du fun. Si les enjeux de ces histoires mettent autant d'ampleur sur la puissance de leurs personnages, alors on est complètement en droit de spéculer. Qui prétendrait qu'en suivant les règles distinctes de chaque univers, aussi malléable soit-elle, que des coups, cette mauviette même pas capable de détruire une planète ait une moindre chance contre Freezer, ou pire encore, le papa de Baki. Alors voilà, cette vidéo elle était pas faite pour dire arrêtez complètement de faire du power scaling, mais de ne pas prendre pour argent comptant comment les mangaka opèrent pour nous faire avaler la pilule, et nous faire croire dans l'estimation des capacités de leurs personnages. Bref, les systèmes de pouvoir, c'est la manipulation qui nous permet d'imaginer. Merci, monsieur Abitbol, vous m'avez ouvert les yeux. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Il y a beaucoup plus à dire sur le sujet, mais j'espère avoir synthétisé ce que je voulais dire efficacement. J'ai d'ailleurs pas trop évoqué l'importance du tokusatsu, du catch et des comics dans la culture pop nippone, mais je maîtrise déjà moins ces sujets-là. Si tu veux me soutenir et avoir plus de contenu dans le genre, like, abonne-toi et commente, mais plus encore, un petit soutien sur Utip, genre 1€ tous les mois, ça refait ma vie, t'as pas idée. Allez, gros bisous. Ouais, on est back. On est back. Salut Lo, salut Flo. Content de vous voir les garçons. Je vais me remettre Nana là, dans un coin. Voilà. Ouais, bah elle est canon la vidéo. Je vous mettrai le lien de l'utip de Reda. Il faut juste que je le retrouve. Voilà, il faut lâcher 4€ quoi. Attends, on t'entend pas. Ça me va. Vas-y, ouais, voilà. Donc même 1€, vous y allez les gars, quoi. Donc voilà, on va mettre nos utip à tous les deux là. Il y a un moment quoi. Alors plein de choses quoi. Moi je voudrais juste te lancer sur un truc Reda et puis on finit quand tu veux. Hein. On peut conclure. Ça fait. Vous aurez tout ça aussi en replay. Moi il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué quand j'ai travaillé un peu de façon approfondie sur le personnage de Kira dans Jojo, c'est les déclarations d'Araki sur le combat final. Et alors elles sont assez classe ces déclarations d'Araki parce qu'il dit il y a un moment je savais pas comment ils allaient s'en sortir. Vraiment je voyais pas dans quel sens ça allait quoi. Et moi perso je trouve qu'il s'en sort plutôt bien et donc d'une certaine façon le pouvoir comme un défi d'écriture aussi quoi. Et je voudrais que tu redéveloppes peut-être ou que tu représentes ce que tu as voulu dire sur le fait que la question qui est derrière le pouvoir c'est celle du fun de l'écriture ou je sais pas dans quel sens tu veux aller. Après, ça dépend de qui raconte son histoire quoi aussi. Il y en a qui veulent faire des trucs fun, il y en a qui veulent faire quelque chose où tu penses plus aux règles des combats en fait. C'est genre moi je pense que dans le cas de Jujutsu Kaisen c'est un peu le cas tu vois. C'est par exemple je crois qu'il y avait un combat dans Jujutsu Kaisen que je comprenais pas son utilité mais ça présentait de comment on peut utiliser les règles des extensions de territoire et les trucs comme ça. Je pense on revient un peu à ce que je disais tout à l'heure sur Yu-Gi-Oh par exemple. On peut parfois juste présenter des règles d'un jeu, inventer un nouveau jeu. Bah, tu vois, Kaiji c'est un super exemple de ça, tu vois. Quoique Kaiji c'est grave fun, c'est super fun, c'est grave bien fait, etc. Mais Kaiji, moi quand j'avais vu... Présente un peu Kaiji, parce que je pense que tout le monde ne sait pas ce que c'est Kaiji. Ouais, donc Kaiji c'est l'histoire d'un mec qui a des dettes, tu vois, qui est fauché, et qui du coup va voir des espèces de mafia de mecs super riches qui font des jeux illégaux et tout. Et il va soit se retrouver dans des goulags souterrains ou mourir s'il perd ses jeux, tu vois, ou avoir plus de dettes qu'avant.
Et un de ces jeux, c'était un jeu de cartes. C'était un jeu de cartes qui s'appelait la carte de. Et c'était un jeu absolument pas fair play du tout, mais pourtant, t'as envie d'y jouer toi-même, en fait. C'est parce que en fait, il a fait ses propres règles pour créer un jeu, etc., où tu penses à toute forme de stratégie que tu peux avoir avec ce jeu-là. Et du coup, ça te donne vraiment l'envie d'avoir ces outils-là en main aussi, tu vois. Et je pense qu'il y a un peu de ça dans le NEN, comme je disais tout à l'heure. C'est qu'il y a des gens qui veulent, quand ils se sont retrouvés avec Hisoka contre. Bah, voilà, c'est le commentaire qu'on m'a donné il y a pas longtemps. C'est se dire, oui, voilà ce combat qu'on attendait depuis longtemps, le combat Hisoka contre Chrollo, qui c'est qui gagne. Et là, en fait, ce qui rend le truc intéressant, ce qui rend le truc fun, hein, j'ai envie de dire, c'est que tu connais déjà les mécaniques, en fait. Et tu te demandes, ah, comment il va utiliser les mécaniques, en fait. Et après, sur la question du fun, effectivement, après, je pense, dans la démarche d'Araki, particulier, il aime faire quelque chose qui reste dans la tête un peu, tu vois, qui marque un peu les esprits. Araki, ses références, c'est les films d'horreur, tu vois. Genre, les rencontres avec les stands, c'est complètement des films d'horreur. Les films d'horreur, ça se base pas forcément toujours sur une espèce de logique implacable, etc. Ça veut te créer quelque chose qui sort de l'ordinaire, mais qui reste quand même dans ta tête. Et je pense que c'est un peu ça qui fait le charme des stands, par exemple. Et c'est pour ça que parfois il va avoir des idées. C'est un très 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 bon improvisateur. C'est un très bon improvisateur. Il réfléchit beaucoup sur ses trucs. Mais ouais, lui, Après, Araki, il a mis du temps. Ah, puis après, je te poserai une question qu'on pose dans le chat, quoi. Après, Araki, il a mis du temps, en fait, à lier, en fait, à construire un rapport non random entre le stand et la personnalité du porteur. C'est-à-dire que si tu regardes SC, quoi, donc toute la partie 3, finalement, le lien qui peut exister entre le personnage et son stand est assez distendu, quoi. Alors que quand on arrive dans la partie 4, que ce soit avec Rohan ou avec... on voit que le stand permet aussi à Araki de dire quelque chose sur la psychologie de ses personnages. Je trouve que c'était déjà très présent dans la partie 3. Après, bon, c'était un peu plus des caricatures, en fait, dans la partie 3. La partie 3, il pensait clairement d'abord au stand, et après, il faisait un personnage qui allait avec le stand. C'était par exemple le coup du bateau géant, il a fait longtemps, c'est un animal puissant, etc. Il a fait le truc du magnétisme, il a fait une fille qui attire les gens, etc. Mais qui doit aussi garder une sorte de distance entre elle et le personnage avec qu'elle veut tuer, par exemple. Ou même l'espèce de dérangé qui transforme les gens en enfants, tu vois. Genre, il avait un peu ce rapport un peu. Putain, je cherche le mot, je sais pas. Attends, genre, pas obscène, mais un peu. Il aime faire des trucs creepy, Araki, tu vois. Genre, c'est un peu ça pour la première partie. C'était très présent dans Dans le la côté première partie du victorien troisième. horreur du début, quoi, avec Ouais, genre, l'inspiration même très des au trucs couteau. genre Steely Dan, quoi. Genre, je sais pas si tu te rappelles de Steely Dan, c'était le stand du Lover. C'était celui qui avait un stand tout petit, etc., mais qui avait une espèce d'hubris et qui se montrait en disant, ouais, je suis faible et tout, mais vous pouvez pas me faire du mal, sinon ça se reporte sur vous, en fait. Voilà, J'en profite, Reda, pour te poser la question de l'eau. Jujutsu a vraiment un problème. On dirait que Akutami piche pas ce qui fait le sel des combats de Togashi et que c'est rematché un peu n'importe comment par moment. Je suis un peu d'accord, parfois. Mais après, il faudrait que je me mette à jour dans Jujutsu. J'avais fini l'arc Shibuya. Il y avait des passages où ça m'avait vraiment énervé, en fait. Mais je crois que ça porte ses fruits plus tard, des trucs comme ça. Mais après, c'est peut-être juste pas trop mon style. Mais je préfère déjà, genre Jujutsu Kaisen à des trucs genre Tokyo Revengers, hein. Moi, je trouve qu'il a une vraie démarche artistique à Kutami, tu vois. Mais Ouais, et puis graphiquement, c'est vachement je intéressant trouve et tout, juste quoi. que les gens sur Twitter, ils en font tout un pataquès, mais que j'ai l'impression que c'est un peu des gens qui sont pas habitués au shonen et que quand ils voient un nouveau shonen, etc., ils font Waouh, ça c'est la meilleure façon.
Moi, ce qui m'avait énervé autour de Jujutsu Kaisen, c'est les mecs, genre les Mother Basement, les youtubeurs qui sont payés par Crunchyroll pour dire que c'est le shonen sans les défauts, en fait. Mais ça me hérisse le poil, tu vois? Genre, ouais, genre, en fait, tout ce qu'il y avait avant, c'est de la merde. Regardez le truc là. Arrêtez. Mais ouais, non, non, sinon, Jujutsu, moi, je respecte, contrairement à des trucs, genre, moi, je trouve que Tokyo Revengers, bon, ça a rien à voir, tu vois? Mais en termes de shonen populaire en ce moment, si je dois bouder un truc, ce serait ça, tu vois? Mais Mais moi, j'ai beaucoup de respect pour. Moi, j'ai vu les Black Clover, par exemple. Alors, j'avoue que j'ai vu que les animés. d'ailleurs, je regrette de ne pas avoir pu visiter tous les gros shonen récents et tout. Genre, j'aurais dû visiter par exemple Fire Force. Fire Force, j'ai pas du tout commencé, tu vois. Genre, en vrai, ça a l'air sympa, donc faudrait que je vois. Et d'ailleurs, je voudrais revenir sur ce que tu disais au tout début, parce que moi, ça m'avait vachement intéressé à l'époque. Tu parlais du fait que tu avais revisionné un des morceaux de Degreyman. Alors, je me rappelle plus là comme ça, mais il n'y avait pas un petit peu cette idée du contrat dans Degreyman pour activer du pouvoir? C'est pas dans celui-là? Il me semble que c'était attends, un truc de l'innocence. C'était. Putain, j'ai zappé. Il n'y avait pas un truc où il fallait que tu crées un petit rituel pour pouvoir accéder à tel... Les méchants, ça, c'était pour les méchants, ça, non? Je sais plus. Ah merde. Pareil, c'est un petit peu loin, parce que c'est vrai que ça serait intéressant comme ça, parce que là, on est en En train fait, de parler des j'ai pouvoirs, quoi. revisité les shonen, j'ai revisité Degreyman, j'ai revisité les 2 premiers épisodes de Degreyman l'an dernier. Donc, Moi, il faudrait que je revoie aussi ouais, ça. je Parce vais que regarder. c'est vrai que c'est assez intéressant quand même. Alors attends, tu vois, je pose des questions parce que du coup, je me fais le relais du chat. L'eau dit Fire Force s'inscrit à 3000% dans ce que tu dis dans la vidéo. C'est hyper ingénieux sur ce fameux système de power level. Probablement l'un des shonen récents les plus pertinents sur ce sujet. Ah bah, il faudrait que je m'y mette, hein. En plus, moi, même sous Twitter, il fallait que je revisite. J'avais aussi revisité, j'ai revisité que l'animé, les 12 premiers épisodes, alors que ça, c'est un truc que je sais que tout le monde dit qu'il faut absolument lire le manga, que Oh, Soul l'animé, c'est il va pas génial. jusqu'au bout, que l'animé, il modifie les trucs, il a rien compris au manga, etc. Et ouais, moi, j'ai toujours connu que l'animé de Solitaire. Il faudrait que je m'y mette à ça aussi. Mais après, Enfin bon, j'ai plein ce de trucs qui- à voir, plein de trucs à relire. Aussi, à un moment, je dois me dire, ouais, je vais tous les shonen sur Terre, je tirerai jamais la vidéo, tu vois. Alors, moi, je voulais juste finir sur deux trucs. Après, je sais pas si il y avait vraiment deux questions qui. La première, c'est un truc que tu as un petit peu dit que je trouve qui est vachement intéressante. Et ce que je développais un petit peu aussi hier, quoi, c'est qu'on a tendance à beaucoup exotiser le Japon, alors que n'oublions pas que on est quand même sur une mondialisation des tropes de la culture populaire dès l'origine, quoi. Donc, il faudrait pas trop exotiser le Japon. En revanche, je pense que le Japon a quand même une spécificité, enfin que la culture populaire japonaise a une spécificité dans son rapport, et c'est ce que j'essayais de défendre la dernière fois, dans son rapport à l'horreur, dans le lien que cette culture fait dans cet imaginaire culturel fait entre l'horreur, le grotesque et le sexe. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est assez qui est pour de bon vraiment idiomatique, quoi. Et je trouve que de temps en temps, mine de rien, on parlait sur cette question des pouvoirs, mais sur les cas de déclenchement de pouvoir, on a souvent des auteurs, même de shonen très grand public en fait, qui vont retrouver comme ça des origines du côté de certains rituels. Je pense on en a parlé hier au personnage d'Idan, moi que j'aime beaucoup dans Naruto, et il faudrait aller voir aussi comment Araki travaille l'horreur, tout ça, etc. Donc il y a aussi voilà, Moi, je trouve cet un héritage-là. exemple connu de personnages qui, je pense, a beaucoup marqué les auteurs japonais et qui est à fond dans le grotesque, c'est Tetsuo, tu vois. Je pense Tetsuo dans Akira, genre, c'est sa puissance, tu vois, elle s'exprime dans des abominations, en fait, dans du gros body horror. Et c'est un truc qui revient aussi dans My Hero Academia, avec Shigaraki qui devient une sorte de Tetsuo bis, euh, que je trouve ça grave intéressant à ce niveau-là. Alors le deuxième truc, et c'est peut-être pas mal de là après tu me diras ce sur quoi tu veux développer, c'est il y a une petite déclaration d'amour à Fujimoto quand même à la fin Oui, moi, de ta vidéo. Je voudrais que tu nous parles un peu de Fujimoto, j'aime bien. ce que ça a Ce que je réveillé trouve pour toi. chez Fujimoto, en fait, c'est qu'il réussit à toucher juste à quasiment
expliquer ce que tu peux comprendre, mais en n'expliquant pas aussi, tu vois. Ce qui fait que ce qui marque, en fait, c'est ce qu'il montre, tu vois. C'est plus enfin, comment je pourrais le dire, en fait? Ouais, genre, il a réussi faire un système de pouvoir où t'es pas obligé de forcément. Après, c'est autour de concepts un peu abstraits sur des peurs, tu vois. Ouais, un coup, il y a des gens qui ont peur de ça, il y a des gens qui ont peur de ci et tout. Il y a des personnages qui sont immortels, il y a des personnages. Mais après, c'est plus dans la façon dont ils montrent les choses. Et que tu te dis, ah, ça, est-ce que ça c'est possible? Bah, en fait, tu sais pas. Je pense que ça renforce aussi Chainsaw Man, c'est un moitié un peu une histoire d'horreur et d'action, tu vois. Une histoire de super-héros d'horreur et d'action, où dans l'horreur, ce qui est bien, c'est ce qu'on ne sait pas aussi, tu vois. Moi, un passage qui m'a énormément marqué dans Chainsaw, c'était, je vais te dire même le numéro du chapitre, c'est le chapitre 61, où Kishibe, il s'assit avec Kanchi dans le meuble, et où il y a écrit Makima nous écoute, tu vois. Ça m'avait genre complètement lire tout le manga, et je me rendais compte que ouais, en fait, effectivement, Makima, elle entendait des choses qu'elle n'était pas censée entendre, etc., des trucs comme ça. Et même, qu'est-ce que ça veut dire? Elle peut nous entendre comment? Après, il l'explique plus tard dans une réplique qui est balancée comme ça, mais il peut nous entendre. Mais du coup, moi, ça m'a fait tiquer, quoi. C'est le genre de pouvoir qui donne des implications, et ces implications-là, elles sont de ouf dans l'histoire, en fait. Bah, c'est une écriture de sale gosse, quoi. Enfin, Ouais, et après, là où il est impressionnant, c'est pour ça qu'il faut lire aussi ces dernières œuvres qui sont un peu plus méta, quoi. Les deux derniers qui sont sortis, là, Looking Back ouais, il y avait Fire et Punch aussi, qui était pas mal méta. Goodbye Erin, je crois que ça s'appelle. Et n'hésitez pas, si vous regardez Goodbye Erin, à aller voir le film Morse. D'aller voir qu'on est quand même. Avec la gamine vampire en Suède, là. Je sais plus. Ouais, je crois que. Ouais. Alors, ah mince. De toute façon, dans Goodbye Erin, bah, c'est le même nom de personnage et voilà, il y a. Sauf que ce qui est intéressant et j'aimerais bien développer un jour sur ça. Ce qui est intéressant, c'est que il y a un travail. Alors, je sais que toi, t'es pas un grand fan de méta, quoi, mais il est méta hein, de toute façon un peu. Mais surtout, il y a Ah, j'ai pas dit que son j'étais amour du cinéma, forcément quoi. pas un grand fan. J'ai pas dit que j'étais forcément pas un grand fan de méta. Moi, ce que j'ai dit, c'est que moi, ça va, en fait, ça dépend, même si parfois je trouve que c'est un peu une facilité de la part de gros studios de faire, eh non, mais t'inquiète, on est méta et tout, on est aware, pour au final vendre de la merde en disant, ah non, mais t'inquiète, qu'on est des instituts qui font des trucs, qui remplissent des cahiers des charges, mais on fait des blagues, on sait que bah, c'est pas grave, tu vois. Non, mais je Et, suis d'accord avec toi, hein, moi aussi. Hein, je l'ai ça, développé longtemps je parce que trouve que j'ai. le méta je trouve que c'est super intéressant parce que c'est un peu. C'est faire des histoires en faisant de la théorie de l'art, tu vois. C'est faire. C'est mélanger les cahiers du cinéma et Dragon Ball. Mais ouais, moi, mon problème avec le méta parfois, c'est que maintenant, c'est devenu un peu une manière cynique d'approcher les choses, en fait. C'est de prendre un recul et de pas assumer quelque chose, ou que du moins prendre de haut ce qu'on pourrait raconter à la place, quoi. Ah ouais, Si non, tu mais vois ce moi que je je veux suis dire. complètement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, je trouve que la grande force du manga, c'est de recréer du premier degré, quoi. Alors Mhm. après, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de. Moi, il y a une Twitta que j'aime beaucoup, mais je vais pas l'embêter là, donc je vais pas. Mais qui fait quelque chose qui gêne très souvent les lecteurs de shonen, c'est que pour elle, le petit génie de Fujimoto ou d'Isayama, c'est de troller un petit peu ses lecteurs, quoi. Ah, non, non, ouais. Eh ben, moi, je trouve que c'est Non, assez c'est pas du intéressant troll. parce C'est que, pas du disons, troll. il nous redonne une place, en fait. En fait, il troll pas. Voilà, le truc, c'est que je pense que j'ai l'impression que ouais, quand on essaye de faire à nouveau quelque chose d'un peu premier degré, mais qui sort un peu des sentiers battus, ça devient du troll, en fait. C'est
Ouais, en fait, on fait ça pour se moquer. Ben non, ils font pas ça pour se moquer. Ils Non, sont moi très je pense sérieux. pas qu'il se moque, mais juste il met. Non, moi je pense qu'il met en abîme la position du lecteur dans son œuvre. Et que il recrée une espèce de lien très particulier. En fait, il nous, tu vois, dans le live que j'ai développé autour de ça, j'ai essayé de dire ce qui se passait au XVIIe siècle, et c'est le moment où il y a du théâtre dans le théâtre, et donc la pièce commence, et il y a un acteur qui est en fait caché parmi les spectateurs, qui se lève, qui va sur la scène, qui commente, et ensuite qui prend un rôle dans la scène. Ça, c'est ce qu'invente le XVIIe siècle, c'est ce paradigme-là. Et le XVIIe siècle fait évoluer les rôles du prologue et du chœur pour créer du théâtre dans le théâtre. Et en fait, toute la thèse que j'ai essayé de développer à la suite d'un critique littéraire qui s'appelle Georges Forestier, c'est cette idée que, selon lui, il y a une baisse de la religiosité, on peut plus prendre des trucs au premier degré, le théâtre est plus inscrit dans les messes, et donc du coup, on crée cette espèce d'artefact pour valider le divorce entre la scène et la salle, et on passe d'un théâtre de l'action à un théâtre du regard. Je trouve qu'il y a Ouais, mais il y a un peu de ça, je trouve, dans le Dada aussi. Il y a eu un avant et un après le mouvement Dada qui fait que on a un peu redéfini ce qu'était l'art, en fait, tu vois. Et depuis, j'ai un peu l'impression que ouais, bah, on a redéfini ce qu'était l'art après ça, et que du coup, c'est devenu une sorte de chose malléable qui tourne autour des artistes plutôt qu'autour de leur art, en fait. Ouais, non, mais t'as raison, hein. Et il faudrait voir d'ailleurs comment s'inscrit, parce que au Moyen Âge, Roland, dans la chanson de Roland, il était capable, dans les récits épiques du Moyen Âge, le chevalier chrétien était capable de transpercer en deux le chevalier sarrasin, et certains, mais pas tous, ceux qui étaient vraiment l'élite, étaient capables aussi de transpercer en deux le cheval. Et donc, du coup, il y avait des scènes, des scènes d'horreur absolue dans ces récits du Moyen-Âge-là, dans ces chansons de gestes, où il y avait quelque chose le développement d'un certain nombre de pouvoirs, quoi, dans un contexte très particulier. Et ça serait assez intéressant, d'ailleurs, de Ah, remettre... mais fort, quoi. Genre, c'était des bonhommes, j'ai envie de dire, moi. Genre, ça, il faut voir ma vidéo sur Janos Vitesse, sur, un héros traditionnel qui est méga fort, qui tue tous les Sarrasins hors de France à lui tout seul. Film super. Pouce en l'air. Ah, t'inquiète. Je crois que je vais pas tarder en vrai, hein. De nos Ça fait jours, il n'est plaisir pas d'être peu venu. courant de voir des films, des séries, On des va... livres, Ah voire mince, des attends, du coup, personnalités je t'ai utiliser lancé. le méta. Après tout, Hop, voilà. Est-ce que j'ai repris? Oui, j'ai repris la main. Oui, on va s'arrêter. On a fait un bon petit tour, quoi. C'était cool. Tu veux rajouter quelque chose, Reda? Euh, Like, commente et abonne-toi, et n'oublie pas de lâcher un don sur YouTube. Alors, Ah ouais, j'ai déjà mis le merci lien de l'Utip dans le chat. aux personnes qui sont là, aux personnes qui seront au replay, et merci à toi, Philippe, de m'avoir invité. C'est pas la première fois qu'il m'invite, Philippe, en plus, hein. Ouais, voilà, je suis un peu timide, je vais un peu m'améliorer. T'as été J'ai brillant, t'as été brillant, t'as été brillant. super habitué à faire des trucs comme ça, en improvisant, en faisant un podcast et tout. Je suis pas forcément la personne la plus inspirée on the spot, mais voilà, ça m'a fait plaisir d'être là. Peut-être une prochaine fois, je ne sais pas, Inch'Allah. Non, bah, Comment ça va? on espère qu'il y aura un drama, quoi. Ouais, t'inquiète, je vais devenir streamer pour de vrai, Florian. Là. Mais ouais, next Je vais step, Flo, il dit next step, Reda streamer à temps plein. Attends, tu vois, je vais laisser un commentaire, tu vas voir. Et d'ailleurs, Tu vas voir, regarde. Et Flo, regarde le nom du truc là, Red Habit Ball Live. C'est ça qui va se passer. C'est là, il va y avoir des dons là. Red Habit yes, Ball Gaming. yes, on va noter tout ça, quoi. Et d'ailleurs, Flo, nous, on kiffait ça, les streams Flo en mode rétro, où tu jouais à Donkey Kong 1987, quoi. On veut à nouveau les lives rétro de Flo, quoi. Non, c'était cool, Reda. Merci beaucoup. De toute façon, on stay in touch, quoi. Merci beaucoup à ceux qui ont suivi. Est-ce que il est 6h30? Je sais pas s'il y a des gens qui veulent rester. J'avais prévu
de parler un petit peu des derniers streams de One Piece, quoi. Ouais, voilà, j'imagine bien. Bon, on a déjà parlé 1 heure et demie, donc je sais pas, dans le chat, si on a quelques-uns qui veulent rester un petit peu pour parler des derniers scans de One Piece. Je voudrais juste, je vais en parler un quart d'heure, quoi, parce que je voudrais juste amener une petite idée sur la graphique autour de la question de la gravité, et notamment comment Oda il dessine la gravité et comment il fait de la perspective inversée. Voilà, je trouvais que c'était assez intéressant, donc je peux le faire en un quart d'heure. Reda, merci beaucoup, c'était cool, quoi. Bah écoute, quand tu veux en tout cas, on se refait ça quand tu veux, ok? Ok. Allez, des bisous. Ciao Reda. Bon, bisous. Ciao, On ciao. décroche. Ouais, Bye on bye. décroche. Ciao, bisous. Voilà. Hop. Ouais, je vous fais juste ça. Là, sur le petit temps qui reste, il y a eu... il y a eu... alors, je vais enlever ça. Il y a eu cette semaine alors, je vais enlever ça. Voilà. Il y a eu cette semaine enfin, aujourd'hui, il y a le nouveau scan de One Piece qui est sorti. Je voudrais juste, je vais pas rester longtemps. Moi, je suis un peu fatigué aussi, quoi. Donc, ce que je vous propose juste, sans aller bien plus loin. Alors, attends, ça, je le vire, voilà. Je voulais juste vous attirer votre attention sur une technique de dessin de Daiichiro Oda qu'on voit se déployer un petit peu depuis ces derniers chapitres, quoi. Et qui est en lien avec une espèce de réinvention de la perspective inversée. Ce tableau que j'ai mis à l'écran, c'est un tableau du Tintoret qui s'appelle le miracle de Saint-Marc à Venise. Et on a ici au centre un esclave. On a ici au centre un esclave, cet esclave qui est un martyr en fait, et qui est en train de se faire démembrer, torturer, etc. Et on a Saint-Marc qui descend parmi au milieu de la cité pour libérer l'esclave et en tout cas le sortir de son supplice, quoi. Et vous voyez bien que le personnage avec le turban à droite qui tend les mains vers le ciel a des instruments de torture qui sont détruits. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut bien voir comment ça marche la peinture à cette époque-là. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, c'est de la peinture de commande. Ça veut dire que Tintoret, il avait un cahier des charges sur lequel il y avait écrit il faut qu'il y ait Saint-Marc qui descende, il faut qu'il y ait le peuple qui soit assemblé, il faut qu'il y ait un point central autour de etc. Et c'est une époque où on est en train de développer l'idée de la perspective avec le point de fuite. Or, ici, il reprend les techniques de l'icône, il fait de la perspective inversée. Ça veut dire qu'en fait, il bloque l'intégralité du fond de son paysage et on a un point de fuite qui est en fait de notre côté à nous, spectateurs, et plus au niveau du tableau. Alors je vais pas le faire aujourd'hui, j'avais prévu de vous le montrer un peu sur Paint en faisant des traits, mais je vous le dis juste là parce que c'est pas si compliqué que ça. Vous voyez aussi qu'il y a quelque chose qui est intéressant et qui autorise en fait l'intégralité de cette réutilisation de la perspective inversée, c'est que normalement quand on fait un saint qui descend du ciel, il est en forme de fusée, d'ascenseur et il pointe vers le haut, alors que là il a un saint qui est en chute libre, qui tombe et qui est en même temps inversé. Et donc du coup qui détruit toute l'idée de construire un point de fuite sur l'arrière du dessin. Et j'attire juste votre attention sur les derniers streams sur les derniers chapitres de One Piece, avec toute une construction. Vous avez l'île d'Onigashima qui est en l'air, qui est menacée de s'effondrer, qui ne peut tenir que par l'intermédiaire de nuages produits par Kaido, mais le jeune Momonosuke doit prendre le relais. Vous avez la fête des lanternes, là, comme dans Réponse. On a les références qu'on peut. Vous avez la fête des lanternes et vous allez avoir
cette espèce de ces petits ballons de lanterne, ces espoirs qui vont pointer vers le ciel. Et vous allez avoir ensuite le combat, donc là, cet espace et cette tension de la gravité, et en parallèle de ça, vous avez le combat entre Luffy et Kaido qui se passe dans le ciel et qui lui ménage aussi ces jeux de gravité là. Voilà, c'était juste là, je vois on est plus que 3. C'était juste pour conclure un petit peu sur ça. Je vais pas faire l'analyse des planches de One Piece aujourd'hui. Donc je stream lundi demain de 5 à 8, mardi de 17h à 20h, mardi de 21h à 23h, mercredi de 17h à 20h et jeudi de 21h à 23h, donc un jour sur deux. Enfin un jour sur deux pour l'heure quoi. Et donc merci beaucoup pour ceux qui nous ont suivis, c'était super de recevoir Reda et d'échanger autour de ces perspectives là. Je vous embrasse tous bien fort, je vous souhaite une jolie soirée et merci à ceux qui pourraient regarder le replay. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, à très bientôt, et pour ceux qui seraient intéressés par le fait de discuter un petit peu de One Piece, j'essaierai de faire ça prochainement. Voilà, à bientôt, merci pour tout.